Ah, voilà. Impeccable, eh ben, c'est super. Et donc, on va essayer de continuer avec... où est-ce qu'on en était? Est-ce que tu te souviens? On était à la page 147. Très bien. 147, oui, c'est ça. Et, ah oui, on parlait des objets. On parlait des objets. Donc, on peut continuer le livre. Je crois que c'était le dernier paragraphe de la 147, c'est ça? Ouais, oui, oui, c'est Ok, ça, je très pense. bien. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit... On ne peut appliquer aux perceptions directes que trois genres d'objets. Ouais. Elles n'ont pas d'objet conçu, mais ont un objet d'engagement, un objet apparent et un objet appréhendé. Pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas d'objet conçu? C'est facile, hein. Parce que les perceptions directes sont non conceptuelles. Ouais. Oui, Très oui, bien, donc il n'y a raison. pas Mm. d'objet conçu. Voilà, exactement. Il en va de même pour une conscience inattentive. Ouais, c'est dans notre chapitre, là, en ce moment, on est dans les inattentives. Prenons l'exemple d'une perception directe appréhendant une forme. On peut poser comme objet d'engagement la forme. Ouais, ok, très bien. Donc, par exemple, une tasse, une couleur, une fleur, etc. Oui, n'importe quel objet. Exactement, ouais, tout à fait. Cette cognition n'a pas d'objet conçu, puisque poser un tel objet sous-entend qu'une détermination conceptuelle serait en jeu. Ouais, donc, comme c'est une perception directe, bien sûr, c'est pas conceptuel comme on l'a dit. Déterminer conceptuellement revient à penser c'est comme ceci et comme cela. Ok. Ce qui n'arrive pas dans le cas d'une perception directe. Ouais, ça, on l'avait appris. On avait appris qu'une perception directe, c'est une cognition libre de conceptualisation et non erronée. Voilà. Mhm. Et ensuite, la forme est aussi l'objet apparent et l'objet appréhendé, l'objet du mode d'appréhension de cette perception directe. Oui, l'objet apparent, parce que cette forme, c'est ce qui lui apparaît directement. Objet apparent et objet appréhendé, c'est équivalent. Et Voilà. l'objet du mode d'appréhension, ça veut dire bah, c'est ce que est en train d'appréhender ou c'est ce vers quoi s'engage la conscience. Très bien, parce que objet du mode d'appréhension et objet d'engagement, c'est équivalent en fait. Ouais. Oui. Oui. Très bien. Et donc, dans le cas, oui, on a tourné une page, super. Dans le cas, On avance, oui, on avance, non, c'est mais cool. sûrement. Dans le cas des perceptions directes, tout ce qui est l'objet d'engagement principal est nécessairement l'objet apparent. OK. Parce que là, il fait une distinction entre l'objet d'engagement et l'objet d'engagement principal. OK. Mais tout ce qui est son objet d'engagement n'est pas nécessairement son objet apparent, car on peut dire que l'opposé de la non-forme est son objet d'engagement, mais pas qu'il lui apparaît. OK, d'accord. D'accord, d'accord. Donc ça veut dire que on avait dit précédemment que euh, si on a une conscience visuelle qui se dirige vers la tasse, donc Oui. elle comprend la tasse, mais la conscience visuelle ne comprend pas son impermanence, le fait que ce soit une cause, etc. Ouais. Or, la tasse qui est impermanente, son impermanence, le fait que ce soit une cause, ça continue d'apparaître malgré tout. Mhm. Ouais, mais ce n'est pas certifié. Et donc, c'est pourquoi ici, la Potier dit l'objet d'engagement principal. Ça veut dire qu'il parle juste de la tasse. Il exclut son impermanence, etc., etc. Ouais. Toutes les Donc, caractéristiques. ouais, ces caractéristiques comment dire, qui sont trop subtiles pour que la conscience visuelle les réalise. Ouais, D'accord. très bien. OK. Mais en effet, tout ce qui est son objet d'engagement n'est pas nécessairement son objet apparent. Car, en effet, quand la tasse apparaît, la tasse qui est l'opposé de non-tasse apparaît aussi. Mhm. Ouais, cette tasse est nécessairement l'exclusion de tout ce qui n'est pas une tasse. Ouais. Donc cette non-non-tasse Ouais. doit nécessairement apparaître parce que cette non-non-tasse, c'est un impermanent. Et malgré tout, ce n'est pas ce que la conscience visuelle réalise. La Non. conscience visuelle, elle réalise la tasse et c'est tout. Elle appréhende la tasse. OK, très bien, très bien. Donc on peut dire en effet que l'opposé de non-tasse est son objet apparent. Car on peut dire que l'opposé de la non-forme est son objet d'engagement, mais pas qu'il lui apparaît. Ah, c'est le contraire qu'il est en train de dire. C'est-à-dire. Ok, donc Ouais. ça veut dire que quand
Ok, donc ça veut dire que c'est réalisé implicitement, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que l'opposé de non-tasse, alors bien sûr, quand on dit cette tasse qui est l'opposé de non-tasse, ça reste un impermanent, comme je viens de le dire. On appelle ça un phénomène spécifiquement caractérisé, Oui, qui est une exclusion. Ouais, c'est une exclusion qui est un phénomène spécifiquement caractérisé. Mais lui, ce qu'il est en train de dire, c'est que vu qu'une tasse, c'est nécessairement l'exclusion de ce qui n'est pas cette tasse, oui. ouais, c'est quand même réalisé, c'est l'objet d'engagement, mais ça n'apparaît pas. Ouais. Parce que ce qui apparaît, c'est toutes les caractéristiques impermanentes de la tasse, etc. Et ici, si on dit juste l'opposé de non-forme, ça doit être permanent. L'opposé de non-tasse, l'opposé de non-forme, etc., c'est permanent. Ouais. Par contre, si on dit cette tasse qui est l'opposé de non-tasse, là, c'est impermanent. Je ne sais Mhm. pas si c'est plus clair. Je sais pas si c'est plus Ben clair. non, la non-forme, c'est pas, il n'y a pas de forme. Exactement. Et là, si on exclut les non-formes, qu'est-ce qu'on affirme? On a la forme. La forme, exactement, tout à fait. Donc ça veut dire que n'importe quelle forme est l'exclusion de tout ce qui n'est pas une forme. Oui, Ouais. d'accord. Ok. Et donc ici, quand on dit l'opposé de non-forme, c'est permanent, parce que l'opposé, c'est permanent. Donc l'opposé de non-forme, c'est permanent. Et donc c'est quand même réalisé par la conscience visuelle, mais ça n'apparaît pas à cette conscience visuelle. Donc c'est pourquoi c'est réalisé de manière implicite. Ouais, quand l'esprit réalise quelque chose de manière implicite, c'est-à-dire que ça n'apparaît pas à cette conscience, mais cette conscience le réalise quand même. D'accord. Ouais. Ok, très bien. C'est pourquoi après on peut dire qu'est-ce que tu as vu? Eh ben, j'ai vu une forme ou j'ai vu une tasse, etc. Oui, parce que forcément notre conscience visuelle réalise que cette tasse elle exclut d'une certaine manière tout ce qui n'est pas elle. Ouais, tout ce qui n'est pas non-tasse. Ouais. Quand on réalise une tasse, oui, quand on réalise visuellement une tasse, notre conscience visuelle ne se dirige pas vers un autre objet. Ouais, quand on dit OK. Là, par exemple, j'ai deux tasses parce qu'il y a celle d'hier soir et celle de ce matin. Et donc, si on dit OK, ah, j'ai une jolie tasse rouge, forcément, notre conscience visuelle ne se dirige pas vers la tasse noire. Ouais, Oui. OK. Et donc, ça veut dire que la tasse rouge est l'exclusion de tout ce qui n'est pas elle. Elle est même l'exclusion de la tasse noire. Ouais. Et donc, Mhm. c'est pourquoi après, quand on se pose la question, qu'est-ce que tu as vu? Ben, j'ai vu une tasse rouge. Ouais. Or, la conscience visuelle, au moment de réaliser une tasse rouge, n'était pas en train de se dire, ceci est une tasse rouge ou ceci est nécessairement pas une tasse noire. Ouais. Mais comme c'est dans la nature fondamentale de cette tasse de ne pas être une tasse noire, après, si on se pose la question, qu'est-ce que tu as vu? Eh ben, on est capable de dire, bah, c'était une tasse rouge, c'était pas une tasse noire. Oui, elle est Ouais. authentifiée, la tasse. Exactement, tout à fait. Et donc, on identifie cette tasse qui elle-même est l'exclusion de tout ce qui n'est pas elle, mais l'exclusion de tout ce qui n'est pas elle n'apparaît pas à la conscience visuelle. C'est quand même réalisé implicitement. D'accord, Ouais. oui. Ok, très bien. Très bien, très bien. Donc là, c'est un petit peu compliqué, mais bon, normalement, ça devrait le faire. Pareillement, tout ce qui est un objet apparent d'une perception directe n'est pas nécessairement son objet d'engagement parce que l'impermanence de la forme, sa momentanéité, la capacité de la forme à accomplir une fonction, etc., sont tous des objets apparents à une perception directe, appréhendant la forme mais ne sont pas des objets d'engagement. Ouais, ça, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois. Et c'est ce qu'on a dit là aussi. On a une tasse, cette tasse est impermanente, son impermanence subtile apparaît, parce que ça fait partie de la nature foncière de la tasse qui est impermanente. Et donc ça apparaît, mais ce n'est pas réalisé. Ouais, la conscience visuelle ne D'accord. peut pas réaliser l'impermanence subtile. Oui, Ouais, très bien. Et donc, l'impermanence de la tasse, ça fait partie de l'objet apparent, à la conscience visuelle, mais ça ne peut pas être son objet d'engagement parce que ce n'est pas ce que comprend la conscience visuelle. La conscience visuelle, elle comprend la couleur, le contour, la tasse à la rigueur, mais pas son impermanence. oui. Ouais, très bien, très bien, très bien. Cela est vrai même dans le cas de la perception directe sensorielle dans le continuum d'un aria appréhendant la forme. Ouais, ça veut dire que même un aria, c'est quoi? Alors, un aria, il a la perception directe. Oui. Il réalise une perception directe. Oui, qu'est-ce qu'il réalise? Ben, il peut réaliser l'impermanence subtile. Oui, exactement.
tout à fait. Et quand il réalise l'impermanence subtile de manière directe, est-ce que c'est ses consciences sensorielles qui le font ou c'est sa conscience mentale? C'est la conscience mentale. Exactement, tout à fait. Magnifique, parce que la conscience mentale, dans ce cas-là, c'est une perception directe yogique. Ouais. Mais les Ouais. consciences visuelles d'un Arya, en tout cas d'un Arya qui ne serait pas un Bouddha, en tout cas, pour être sûr qu'il n'y aurait pas de débat là-dessus, un Arya qui n'est pas un Bouddha, ses consciences sensorielles ne sont nécessairement pas des perceptions yogiques. Ouais, parce que les consciences sensorielles, c'est juste des consciences sensorielles, et donc la conscience visuelle, même d'un Arya, ne peut pas réaliser l'impermanence subtile. Ah, Ouais, c'est que ah, la conscience mentale. d'accord, c'est que la conscience mentale. Ok. Oui, parce que, Exactement. Ouais. oui, parce que la conscience visuelle, elle réalise que les objets qu'on voit, quoi. Voilà, exactement, que les objets impermanents. Alors bien sûr, l'impermanence est impermanente, Oui. mais elle est trop subtile pour être réalisée par la conscience visuelle, les consciences sensorielles en général. Ouais. Mhm. Très bien, magnifique, magnifique. Dans le cas de cognition non conceptuelle fausse, ouais, par exemple, qu'est-ce qu'on a comme cognition non conceptuelle fausse? Langue conceptuelle fausse, ben, je sais pas, quand on voit quelque chose qui est déformé. Oui. Oui, oui, par exemple, si on voit un mirage, si on a l'impression de voir un ver de terre alors que c'est qu'une brindille par terre, etc., etc. Ouais. Donc ça, Ouais. c'est non conceptuel parce qu'on le voit, en effet, mais c'est faux parce qu'en effet, il n'y a pas de ver de terre ou il n'y a pas de flaque d'eau, etc. Ouais. Mhm. Très bien. Et donc, dans le cas de cognition non conceptuelle fausse, telle qu'une conscience sensorielle qui perçoit des montagnes enneigées bleues, il y a des objets apparents et appréhendés, mais pas d'objets d'engagement ou d'objets conçus. Donc là, c'est sûr qu'il n'y a pas d'objet conçu parce qu'on parle de conscience non conceptuelle. Oui. Ouais. Et on ne peut pas dire, alors après, on pourrait débattre par rapport à l'objet d'engagement. On pourrait dire que quand on voit par exemple, si on met des lunettes bleutées et qu'on Oui. regarde le Mont Blanc, par exemple, on le verra, on dira c'est le Mont Bleu. Oui. Oui, mais pour personne, une personne qui ne l'a jamais vu, oui. Exactement, tout à fait. Et donc, dans ce cas-là, il y a une erreur totale du point de vue de la couleur, mais pas du point de vue du contour. On pourrait dire à la rigueur que le contour du Mont Blanc Mm. serait l'objet d'engagement. Là, dans ce cas-là, ça joue. Mais si on D'accord. dit le mont bleu, au lieu de dire le Mont Blanc, là, ce n'est pas l'objet d'engagement, exactement, parce qu'il n'existe pas le Mont Bleu. Non. Exactement, très bien. OK. Donc, il y a des objets apparents et appréhendés. Pourquoi? Parce qu'en effet, il y a bien le contour de la montagne qui apparaît, etc. Et on pourrait dire pourquoi pas que c'est son objet d'engagement aussi. Ouais. Mais si on dit montagne bleue dans ce cas-là, ou la neige bleue dans ce cas-là, ça ne le ferait pas. Très bien. Si l'on nous demande de poser l'objet d'engagement d'une telle conscience, il nous faudrait poser des montagnes enneigées bleues qui n'existent pas. Et donc, on répond qu'un tel objet d'engagement n'existe pas. Ouais, le mont bleu, ce n'est pas un objet d'engagement, parce qu'un objet d'engagement doit exister. Oui, tout à Ouais. fait. Or, le mont bleu n'existe pas. Très bien. Cette distinction est importante dans le contexte d'une conscience inattentive, à laquelle un objet apparaît mais n'est pas certifié ou authentifié, comme nous allons le voir plus loin. On ne peut pas poser un objet conçu pour des cognitions non conceptuelles fausses, puisque seules les cognitions conceptuelles ont des objets conçus. Ouais, c'est ce qu'on a dit. Très bien. Ok, bah c'est super. Donc cette partie-là est quand même plus facile. Telle est la façon dont les quatre genres d'objets sont associés aux différents genres de conscience. Ouais, juste pour récapituler, si on pense à notre tasse, dans ce cas-là, l'objet conçu, ce sera quoi? Ben, la tasse. Exactement, tout à fait. Parce que l'objet conçu d'une conscience conceptuelle, ça va être l'objet d'engagement de la conscience conceptuelle. Et donc, quand on pense à la tasse, en effet, la tasse est l'objet conçu ou l'objet d'engagement, l'objet du mode d'appréhension de cette conscience conceptuelle. Et l'objet apparent, ce sera quoi? Ben, ce sera l'objet apparent. Ben, c'est toujours la tasse. Ouais, alors pour la conscience conceptuelle, il y a une démarcation qui est faite de manière très marquée, on pourrait dire. Quand on pense à notre tasse, il y a quelque chose qui nous apparaît directement à la conscience, ouais, quand on pense. Ah oui, en fait, c'est que apparent, c'est mental. Oui, dans la Voilà, conscience d'accord. conceptuelle, ouais.
Voilà, d'accord. Ouais. Et Oui, et donc, l'objet d'engagement, c'est qu'on s'engage vers cet objet, c'est qu'on le oui. voit. Oui, on s'engage vers son objet, c'est-à-dire qu'on l'appréhende au travers d'une généralité de sens ou d'un concept. Ouais. Voilà. Donc, Mhm. on a le concept de la tasse. Quand on pense à la tasse, la tasse reste l'objet conçu, comme tu l'as dit, en effet, ou son objet d'engagement, etc. Mais l'objet apparent, ça va être l'image mentale de la tasse. Exactement, ouais. Très bien. Eh ben, c'est super. C'est super. Donc, on peut dire de façon générale que tout ce qui est une base établie, donc un existant, est nécessairement les quatre objets. Objet conçu, objet d'engagement, objet apparent et objet appréhendé. Donc, appréhendé, objet apparent, c'est similaire, donc il n'y a pas besoin de trop se poser la question par rapport à ça. Mais on pourrait dire qu'en effet, si ça existe, si c'est une base établie, c'est nécessairement un objet d'engagement, par exemple. Ça, on peut le dire. Ouais. Oui, parce que c'est établi. Oui, parce que c'est une base établie. Ça veut dire que une base établie, c'est équivalent avec existant. Voilà, ouais. Ouais. Et est-ce que tu te souviens de la définition d'existant? C'est appréhendé, enfin, c'est un existant qu'on a, oh, je ne sais plus, je l'ai su, mais je ne sais plus. C'est pas Ouais, c'est grave. ce qui apparaît c'est l'objet de la conscience qui Oui, l'appréhende. oui, on peut dire comme ça. On pourrait dire ce qui est observé par une cognition valide. Ouais. Voilà, ouais. Et une base établie, c'est défini comme étant ce qui est établi par une cognition valide. Ouais, ça veut dire que dès l'instant où ça existe, ça doit être l'objet d'une conscience, quelle qu'elle soit. Ouais, c'est l'objet que comprend cette conscience. Ouais, ça veut dire que si, par exemple, une tasse, c'est non seulement l'objet d'engagement d'une perception directe, Oui, mais ça peut aussi être, comme on l'a dit tout à l'heure, l'objet d'engagement d'une conscience conceptuelle. aussi. Ouais, ça veut dire qu'on peut voir la tasse et on peut penser à la tasse. Donc la tasse est une base établie, un existant. Pourquoi? Parce qu'elle sera observée par une cognition valide, que cette cognition valide soit directe ou conceptuelle. Voilà. Très bien. Ok. Et on pourrait dire aussi que si ça existe, c'est nécessairement un objet apparent. Ouais, c'est ce que dira Yongzin Purbuchok, par exemple, au début de son texte sur le lyrique. Il dira que si ça existe, c'est nécessairement un objet apparent. Pourquoi? Parce que si c'est impermanent, ce sera l'objet apparent d'une perception directe. Et si c'est permanent, ce sera l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. Ouais. Ouais. Et donc, comme on l'a vu, si ça existe, c'est soit permanent, soit impermanent. Oui, Ouais. Et donc, ça veut dire, c'est pourquoi on peut dire si ça existe, c'est nécessairement un objet apparent. Parce que si ça existe, c'est soit impermanent, et donc ce sera l'objet apparent d'une perception directe. Et si ça existe et que c'est pas impermanent, donc c'est permanent. Ouais. Et donc, dans ce cas-là, ce sera l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. Donc, si ça existe, c'est nécessairement un objet apparent. oui, Très d'accord. bien. Donc, on peut dire que si ça existe, c'est nécessairement un objet d'engagement. Et si ça existe, c'est aussi nécessairement un objet apparent, de toute façon. Oui, Ouais. l'un comme l'autre, oui, c'est apparent ou c'est en engagement. Oui, exactement. Ça veut dire que un objet d'engagement, ça veut dire que ce sera de toute façon compris par une conscience, quelle qu'elle soit, que ce soit une Oui, perception directe ou une conscience conceptuelle. Et un objet apparent, pourquoi? Parce que ça, ce sera de toute façon ce qui apparaît à une conscience, quelle qu'elle soit une perception directe, soit une conscience conceptuelle. d'accord. Ouais, ok. Très bien. Très bien, très bien. Donc ça, on pourra y revenir s'il y a besoin. Ouais. Très bien. Ok, donc là, il va expliquer. Même, on est en train de passer une deuxième page. Waouh. Oh là là, on avance, hein. Il va expliquer, donc je vais répéter cette phrase-là. On peut dire de façon générale que tout ce qui est une base établie, donc tout ce qui existe, est nécessairement les quatre objets. Donc objet conçu, objet d'engagement, objet apparent, objet appréhendé. Ok. Donc on a dit pourquoi? Parce que si ça existe, c'est nécessairement ce que comprend une conscience. Et donc, si cette conscience est conceptuelle, eh ben, ce sera son objet conçu. Très bien. Et on a dit, si ça existe, c'est nécessairement un objet apparent. Pourquoi? Parce que si ça existe et que c'est impermanent, ce sera l'objet apparent d'une perception directe. Et si ça existe et que c'est permanent, ce sera l'objet apparent d'une conscience conceptuelle.
Très bien. Et lui, il va justifier, l'atelier Boitier, il va dire, car tout phénomène est nécessairement l'objet saisi et l'objet d'engagement de la pensée qu'il appréhende. Ouais, ça veut dire qu'on peut penser à tout. On peut Mhm. penser à un phénomène permanent et on peut penser à un phénomène impermanent. Ouais, c'est ça que ça veut dire. Donc ça veut dire que si ça existe, c'est nécessairement l'objet d'engagement d'une conscience conceptuelle, de toute façon. Et aussi, tout ce qui est permanent est nécessairement l'objet apparent et l'objet appréhendé de la pensée qu'il appréhende. Ouais, c'est ce qu'on vient de dire. Ouais, si c'est permanent, c'est Ouais, l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. Très bien. Et tout ce qui est une chose impermanente est nécessairement l'objet apparent et l'objet appréhendé de la perception directe qu'il appréhende. Ouais, c'est ce qu'on a dit. Ouais, ça veut ok, dire que si c'est permanent, c'est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. Si c'est impermanent, c'est l'objet apparent d'une perception directe. Ouais. Donc ça veut dire que ça existe, que ce soit permanent ou impermanent, ça reste un objet apparent. Ouais, si on ne spécifie pas de quelle conscience il s'agit, c'est nécessairement un objet apparent. Ok, c'est super. Cela vient de la position essentielle Sautrantika, voulant qu'objet apparent de la conscience conceptuelle, ouais, et phénomène permanent soient équivalents, et qu'objet apparent de la perception directe et chose impermanente soient équivalents aussi. Oui, ils mettent synonyme, mais synonyme, en fait, c'est deux mots qui auraient la même définition normalement. Alors que là, c'est pas tout à fait la même définition, mais c'est pas grave, hein, on peut dire équivalent, ça joue aussi. Très bien. Ok, donc ça veut dire que si on se pose la question, par exemple, est-ce qu'une tasse est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle? Elle apparaît à la conscience visuelle qui l'appréhende, Voilà, exactement. mais pas conceptuelle. Tout à fait, exactement. Elle ne peut pas être l'objet apparent d'une conscience conceptuelle parce qu'elle est impermanente. Ouais. Voilà. Donc elle est nécessairement l'objet apparent d'une perception directe. Excellent, très bien, très bien. Et si on dit par exemple l'espace incomposé, est-ce que ça peut être l'objet apparent d'une perception directe? Ça, une perception, enfin, je sais pas parce qu'en fait, on le regarde, mais en même temps, on y pense. Alors, enfin, moi, j'ai du mal avec ça parce que on peut pas voir l'espace tout entier, on voit qu'une partie de l'espace. Oui. Ouais, très bien. Si on parlait par exemple, est-ce que par exemple le non-soi, est-ce que le non-soi peut être l'objet apparent d'une perception directe? Non, Non, parce qu'il est. parce qu'il est permanent. Oui, exactement. Donc en effet, une perception directe yogique pourrait comprendre directement le non-soi, en effet, mais le non-soi ne lui apparaîtra pas. Ouais, Ouais. d'accord. Ça veut dire que, exactement comme on a dit tout à l'heure, une réalisation implicite, par exemple, une conscience visuelle qui réalise une tasse, elle réalise aussi l'opposé de non-tasse. Mais Mm. l'opposé de non-tasse, ça n'apparaît pas à cette conscience visuelle. Donc elle le réalise, mais implicitement. Ouais. On pourrait dire tous les phénomènes permanents. Par exemple, si on regarde s'il y a du courrier dans la boîte aux lettres, euh, s'il n'y a pas de courrier dans la boîte aux lettres, on parlera d'une simple absence de courrier. Et une Oui, simple absence de courrier, c'est un phénomène permanent, un phénomène temporairement permanent. Ouais, parce que c'est une simple absence et donc il n'y a rien qui puisse se transformer. Donc là, on peut quand même dire, j'ai vu qu'il n'y a pas de courrier dans la boîte aux lettres. oui. Ouais. Et donc ça veut dire que notre conscience visuelle, qu'est-ce qui lui apparaît en fait quand on regarde dans la boîte aux lettres? Rien, il y a rien. Oui. Et qu'est-ce qui lui Elle- apparaît? On regarde, on voit le, le fond de la boîte aux lettres. oui, le Ouais, vide. exactement, le fond de la boîte aux lettres apparaît directement à la perception visuelle. Mais qu'est-ce que comprend la perception visuelle? L'absence de courrier dans la boîte aux lettres. Ah oui, l'absence, oui. Et donc, en effet, donc l'absence de courrier, c'est bien son objet d'engagement, mais son objet apparent, c'est le fond de la boîte aux lettres. Oui, Ouais, ça joue? oui, Ok, très bien. On pourrait dire tout simplement, hein, quand la tasse est vide, hein, ça revient au même, hein, quand la tasse est vide, il n'y a plus de thé dans la tasse. On va dire, ok, qu'est-ce qui apparaît directement à nos yeux? Bah, le fond de la tasse. oui. La tasse Ouais, vide. exactement, tout à fait. Et l'absence de thé, c'est quand même réalisé par la conscience visuelle, mais c'est réalisé implicitement parce qu'une absence, c'est permanent. Donc ça ne peut pas être l'objet apparent de la conscience visuelle. Ouais. D'accord. C'est le même problème pour le non-soi.
pour les Sautrantika, ils vont dire que la personne, par exemple le yogi, va réaliser ses agrégats directement. Donc les agrégats vont apparaître puisqu'ils sont impermanents. Ouais, Mais le non-soi, l'absence de soi, autosuffisance substantielle, ça va être réalisé par la cognition yogique, la perception directe yogique, mais ça ne peut pas lui apparaître parce que c'est permanent. d'accord. Bravo, excellent, c'est magnifique, c'est super. Je regarde où on en est par rapport au temps. Ouais, c'est cool, on a encore du temps. Très bien. Ok. Et donc, voyons voir. On en était en haut de la page 149. Très bien. Oui, Ouais. Donc cela vient de la position essentielle Sautrantika, voulant qu'objet apparent de la conscience conceptuelle ou de la pensée et phénomène permanent sont équivalents. Ouais. Et objet apparent de la perception directe et chose impermanente sont équivalents. Ok. Donc ça c'est très important, c'est comme une règle d'or qui est en lettres de feu sur la voûte céleste. Et ensuite, pour en revenir à la définition d'une conscience inattentive, elle est formulée ainsi. Une cognition auquel le phénomène spécifiquement caractérisé, ouais, ils ont mis ici le phénomène caractérisé de manière spécifique, mais c'est pareil, un phénomène spécifiquement caractérisé, qui est son objet d'engagement, apparaît clairement, mais elle est incapable d'entraîner une certitude à son égard. Ouais. Et donc, bah, c'est toujours le même exemple qu'on emploie. Par exemple, on est dans la rue, on discute avec ses amis, etc. Et on se balade. Après, si on nous demande combien de maisons tu as vues, bah, on aurait des difficultés à le dire. Ouais. Ou combien de voitures sont passées dans la rue, on aurait beaucoup de difficultés. On saurait que oui, en effet, on a vu des maisons, il y a des voitures qui sont passées, mais on ne pourrait pas dire combien, quelle couleur elles avaient, etc. Ouais. oui. Donc, On ouais, sait que c'est là, mais enfin, c'est pas authentifié, quoi. oui, exactement. Tout à fait. C'est exactement ça. Excellent, très bien, très bien. Donc ça apparaît clairement à la conscience, mais la conscience est distraite. Et donc c'est pourquoi elle ne certifie pas ces objets. Et donc il faut dire, donc le phénomène. Alors après ils ont changé, c'est bizarre. Au début ils ont mis un phénomène caractérisé de manière spécifique, et après caractère propre du phénomène. Mais, mais Ouais. en fait ils auraient dû garder phénomène spécifiquement caractérisé, puisque c'est de ça qu'il s'agit dans la définition. Ouais. Les caractères propres du phénomène, oui, la tasse, c'est son caractère. C'est caractérisé par, c'est la tasse, admettons. Oui, exactement. Et pour les Sautrantika, ils vont dire que la tasse, dès l'instant où c'est les Sautrantika qui suivent le raisonnement, tels qu'ils sont interprétés par les Gelugpa, ils vont dire, dès l'instant où c'est impermanent, c'est un phénomène spécifiquement caractérisé parce qu'il est spécifique de trois manières, selon sa nature, selon sa durée et selon sa localisation. Oui, Ouais, ça veut dire que cette tasse, eh ben, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est nécessairement l'exclusion de toutes les autres tasses. C'est-à-dire que cette oui, tasse rouge n'est nécessairement pas une tasse noire, une tasse bleue, etc. Donc elle est dans sa nature très spécifique. Ouais. oui. C'est Et un peu l'isolat de la tasse. oui, d'une certaine manière, exactement, tout à fait. C'est là où on voit qu'en effet, elle est isolée de tout le reste. Ouais, elle est l'exclusion de tout le reste. Oui, Et même en termes de son... Alors l'isolat de la tasse, lui, il sera permanent, mais la tasse, qui est son propre isolat, elle est impermanente. Ouais, exactement. Très bien. Et donc cette tasse est dans sa nature, elle a sa nature propre. Ouais, ça veut dire que c'est nécessairement pas une table, une personne, et c'est nécessairement pas une autre tasse non plus d'ailleurs. Très bien. mhm, Et ensuite, dans sa durée, ça veut dire que même si les autres tasses vivent plus longtemps ou sont cassées avant elle, etc., pour elle, ça ne changera rien. Elle va avoir sa durée spécifique et sa localisation aussi. On peut mettre aucune autre tasse à la place de cette tasse. oui, Donc, elle est spécifique selon trois points, donc dans sa nature, sa durée et sa localisation spatiale. C'est pourquoi c'est un phénomène spécifiquement caractérisé. Ouais. Et là, ils ont changé, ils ont mis caractère propre. Mais en fait, spécifiquement caractérisé, c'est ce qu'ils ont mis juste avant, donc ils auraient dû le garder. C'est pas très grave. Ouais, ça veut dire que pour les sauts Atlantica, quand on dit un Swalakshana ou un phénomène spécifiquement caractérisé, il existe de manière inhérente. Ouais. Il existe par ses propres caractéristiques. Et donc, c'est pourquoi c'est important de comprendre ce que ça veut dire, parce qu'après, pour le Prasangika, Madhyamaka, ça va être l'objet de négation.
Oui. Phénomène qui existe par ses propres caractéristiques, ça veut dire phénomène qui existe de manière inhérente, et ça, c'est totalement réfuté. Donc c'est important de comprendre ce que veut dire le Sautrantika par rapport à un phénomène spécifiquement caractérisé. Très bien. Et donc en effet, ça a ses propres caractéristiques. C'est ça que ça veut dire, ouais. Mhm. C'est même Oui, dans il la faut comprendre définition. déjà les Sautrantika, ce qu'ils veulent dire en Mm. fait, hein, parce que, Oui. enfin, moi, je vais un peu m'écarter du sujet, mais c'est vrai qu'il fut une fois, j'ai fait des cours il y a quelques années, et puis dans un monastère, enfin, c'était sur Zoom, Mhm. et le lama, il voulait pas en fait qu'on parle de Sautrantika. Il a Ah attaqué tout bon? de suite. Oui, oui, il a attaqué tout de suite le Madhyamika. Alors, Ok. ben, on comprenait pas forcément puisque on comprenait pas les bases. Alors, c'était sur un livre. Alors, mais bon, il fallait chercher dans les livres. C'était les stances. Et puis, bon, ben, on cherchait dans les livres quelle stance, qu'est-ce que ça voulait dire, Mhm. mais on ne tombait pas toujours, enfin, on tombait rarement sur la bonne réponse, évidemment, quand on ne connaît pas. Et puis, bon, ben, il fallait lui lire le texte, et puis il disait oui, c'est ça, ou non, mais il n'expliquait pas. Il ne voulait D'accord. pas expliquer parce qu'il disait que c'était à nous de trouver la Ok. réponse. D'accord. Oui. Oui, c'est un Alors, peu. c'était la vacuité, alors il Oui. fallait qu'on se débrouille pour se connaître la vacuité. Voilà. Mais sans explication, c'est impossible. Même Mais avec oui. des explications, c'est encore difficile. Exactement. Ouais, ouais, c'est très difficile. Parce que c'est pour ça on essaie normalement d'apprendre, bah, comme tu dis, les bases d'abord. Ouais. Ici, chez les Sautrantika, il y a la définition qui est clairement donnée, en plus d'un phénomène spécifiquement caractérisé. Ouais, c'est un phénomène qui n'est pas imputé, simplement imputé par un terme ou une conscience conceptuelle, et qui est établi par ses propres caractéristiques. Littéralement, en tibétain, c'est comme ça. Donc, qui est établi par ses propres caractéristiques. Ça veut dire que ça existe de son propre côté. C'est-à-dire que Ouais, ça doit être une tasse de son propre côté. Nous, on n'y est pour rien. Elle, elle est une tasse de son propre côté et elle a ses caractéristiques propres, ouais, de manière inhérente, de ouais, manière absolue, etc. Et donc, c'est pour ça, si on comprend bien ce que veut dire un phénomène spécifiquement caractérisé, on comprend l'objet de négation de Aryanagarajarjuna, ouais, ou du Prasangika Madhyamaka. Ouais, on comprend, mais si c'était une tasse de son propre côté, ça voulait dire que n'importe quelle personne qui va la voir pour la première fois, même un enfant qui n'a jamais vu de tasse, va dire, ah, bah, c'est une tasse. oui, oui. Ouais. Ou, par exemple, dans certaines tribus d'Amazonie, etc., qui n'ont peut-être jamais vu une tasse thermos, etc., si c'était une tasse thermos de son propre côté de manière absolue, inhérente, etc., rien qu'en la voyant pour la première fois, ils seraient capables de dire, ah bah c'est une tasse thermos, même s'ils n'en ont jamais vu avant. Ben oui. Ouais. Or, on peut Oui, voir que non, mais c'est... c'était comme ça, c'était sa façon de travailler. Ouais. Mais je pense que on n'a pas. Enfin, moi j'ai quitté avant parce que je me suis aperçue que je perdais mon temps. Parce que sans les bases, c'est quand même c'est pas possible. Oui. Parce que bon, quand on parlait il fallait attaquer tout de suite l'inexistence des objets. D'accord, mais comment on peut dire à quelqu'un qu'une chose n'existe pas, vous Oui. n'existez pas, ben alors parce que c'était, en fait, une fois, c'était, il fallait lui déménager, lui emmener ses livres, du temple jusqu'à chez lui, Mhm. et puis, mais bon, il habitait au troisième étage. Au bout d'un moment, bon, ben, moi, j'ai dit: «Oh là là, ouais, je commence à fatiguer là», et puis, on m'a dit: «Ben non, tu n'existes pas». Je dis: «Écoute, moi, tout ce que je sais, c'est que je suis fatiguée et je me rends bien compte que je ressens cette douleur». Oui. Alors, des gens, parce que 3-4 fois monter jusqu'au troisième étage, c'est pas évident, Oui. et puis, oui, ben, le maître, il a dit: «Oui, vous n'existez pas». Ben, je dis: «Ben, je suis désolée, mais Ouais, la ouais, douleur, c'est... elle est quand même là». C'est étonnant parce que, tu vois, Sainte, par exemple, Sainte Dalai Lama qui dit, si vous doutez d'exister, pincez-vous.
Oui, oui, tout Ouais, à donc fait, oui, c'est si vrai. on ressent une douleur, si on ressent de la fatigue, etc., c'est bien la preuve qu'on existe. Ouais. Donc, ce qui n'existe pas, c'est le jeu inhérent, absolu, intrinsèque, etc. Ça, oui, ça n'existe pas, mais le jeu conventionnel, il existe. Le jeu qui étudie, le jeu qui médite, etc., etc. Ça existe forcément, ouais. Oui, Sinon, tout à fait, mais si- c'était pas expliqué comme ça. Alors, oui, oui, il disait: «C'est le jeu», mais heu, d'accord, mais il faut l'expliquer parce que, mm, quand on arrive comme ça, on le sait pas, ben, on peut pas deviner, hein, oui, tout à dans fait, le doute. exactement. Et même dans les débats, normalement, il arrive souvent que les enseignants dans les débats ne donnent pas tout de suite la réponse. Ouais, ils posent un problème aux étudiants, les étudiants essayent d'y réfléchir, mais au bout d'un moment, l'enseignant doit de toute façon donner la réponse. Ouais. Parce que sinon, on peut vite se perdre dans une fausse conclusion et se dire j'existe pas, j'existe pas, et donc on finit par être un peu schizophrénique. Oui, bah, c'est sûr. Après, bon, bah, après, il fut un temps, bon, bah, on le sait, mais après, bon, ben, mais il faut du temps, il faut voir plusieurs personnes, pour le Oui, savoir et puis voilà quoi, hein. ouais, Mais ce qu'il exactement. y a, c'est que il y en a qui disent, tout de suite aux étudiants quand ils arrivent, «Tu n'existes pas», ben, Oui, ça pose ils question. partent aussitôt parce qu'ils se disent: «Je suis chez les fous». Oui, tout à fait, exactement. Exactement. Ouais, ça pourrait être très dangereux d'ailleurs. Ouais, on pourrait vite avoir une vue nihiliste, etc. Ouais, exactement. Donc c'est ça, c'est justement d'où l'intérêt de bien comprendre le saut Atlantica, où on comprend que veut dire être un phénomène spécifiquement caractérisé. Donc c'est spécifique dans sa nature, euh, dans ses caractéristiques propres, etc. Dans sa localisation et dans sa durée, etc. Ouais, parce que c'est tous les impermanents tel que c'est expliqué chez les Gelugpa. Après, dans d'autres écoles, par exemple les Sakyapa, diront que c'est pas tous les impermanents qui sont les spécifiquement caractérisés. Mais ça, c'est pas très grave, il y a des débats par rapport à ça. Euh, mais j'avais lu un texte sur les débats qui étaient dans la tradition Kagyupa, et il y a énormément de définitions qui sont les mêmes que chez les Gelugpa. Voilà, Mmh. pour les phénomènes impermanents, les phénomènes permanents, etc. C'est intéressant ça, de voir que c'est dans de nombreux cas les mêmes définitions. En tout cas, ici, oui, quand on parle d'un phénomène spécifiquement caractérisé, euh, ça veut dire vraiment, même on retrouve dans le sanskrit quand on dit soit lakshana, donc lakshana, ça veut dire les caractéristiques, et soit, ça veut dire bah, soit, justement. C'est SVA en sanskrit, mais nous, on peut le dire en français SOI. Ah d'accord, ouais, Soit, exactement. Donc, soit lakshana, ça veut dire qu'il y a ses propres caractéristiques, des caractéristiques en soi. Et d'accord. donc, c'est là où plus on va le comprendre, plus on aura la cible, plus on aura l'objet de négation quand on va aborder ensuite le Madhyamaka. C'est ça qui est génial. Très bien. Et donc, un phénomène spécifiquement caractérisé, c'est nécessairement un impermanent. Ouais, dans la tradition ici Atlantica, qui suit qui suit le raisonnement, c'est nécessairement un impermanent. Et donc cet impermanent, il apparaît à la conscience, mais il n'est pas certifié, ouais, pour une cognition inattentive, comme on l'a dit, ouais. Ok, très bien, très bien. Et donc en effet, ils disent, donc il faut dire donc un phénomène spécifiquement caractérisé, qui est son objet d'engagement. Ouais. Et non un phénomène spécifiquement caractérisé qui est son objet. Ouais, il faut dire qui est son objet d'engagement. Dans la définition d'une cognition inattentive, ça veut dire que, en effet, c'est ce vers quoi s'engage la conscience, mais la conscience est trop distraite. Donc, on Voilà, pourrait se poser la question, en effet, de dire, quand il s'agit d'une perception directe, en général, quand on parle de la tasse qui est l'objet apparent de la perception directe et la tasse qui est son objet d'engagement, ça va être équivalent. Ouais. oui, Pour une d'accord. perception directe, ouais. Pour une perception visuelle, la tasse qui est l'objet apparent de la conscience visuelle et la tasse qui est l'objet d'engagement de la conscience visuelle, les deux sont équivalentes parce qu'on circonscrit la tasse, on met de côté son impermanence, etc. Ouais. Et donc, en effet, puisque là, une cognition inattentive, c'est nécessairement une conscience non conceptuelle, c'est Mmh. là où, en effet, cette tasse apparaît et en même temps doit être l'objet d'engagement. Ouais, D'accord, ouais. très bien. OK. Et donc,
Ici, la Rinpoche dit il faut vraiment qu'on parle de l'objet d'engagement plutôt que de l'objet tout simple, tout simplement. Ouais, il dit ça donc dans ce second paragraphe ici. Donc, il faut dire spécifiquement caractérisé qui est son objet d'engagement et non phénomène spécifiquement caractérisé qui est son objet. Car sans cela, une cognition fausse, comme une conscience sensorielle qui perçoit une montagne enneigée comme bleue ou qui perçoit la lune comme double, devrait être comprise comme une conscience inattentive. OK. Alors pourquoi? Il va expliquer. En effet, le phénomène spécifiquement caractérisé apparaît clairement à la conscience sensorielle qui perçoit la lune double, puisque le caractère propre du phénomène, qui est son objet apparent, la lune seule, lui apparaît clairement. Ok, d'accord. D'accord, d'accord. Ok. Donc, dans ce cas-là, il dit, pourtant, aucun phénomène caractérisé de manière spécifique n'est son objet d'engagement, puisque son objet d'engagement est un phénomène non existant. Donc ici, phénomène non existant, c'est un oxymore. Ouais, ça n'existe pas. Phénomène égale existant. Donc on ne peut pas dire un phénomène non existant. Il faut rayer phénomène. Est un non existant. Ok, donc ça, je vais rayer. Un phénomène non existant. Ou un OK. phénomène non existant, c'est pas possible. Ouais, puisqu'un phénomène égale existant. Ouais. Très bien, donc il Oui, faut. pourquoi c'est marqué, phénomène non existant? Alors il faudrait que je vérifie en anglais s'ils ont mis. Qu'est-ce qu'ils ont mis? Voyons voir. Est-ce que ça a été traduit de l'anglais? Ah ouais. Hum. Ok, donc c'est pas ici. Ok. Oui, en fait, Ah oui. oui, Donc ici en anglais, il dit parce que une conscience sensorielle qui perçoit la lune comme étant double, pour cette conscience visuelle qui appréhende la Lune comme étant double, le phénomène spécifiquement caractérisé qui est son objet apparaît clairement. Et donc, c'est son objet apparent, ok? La simple Lune, la Lune qui est seule est son objet apparent et qui lui apparaît clairement. Malgré tout, il n'y a pas de phénomène spécifiquement caractérisé qui est son objet d'engagement, car son objet d'engagement est un... Ah ouais, ils ont mis aussi non-existent phenomenon. Donc là, c'est une erreur. Parce que il n'y a pas de phénomène qui serait un non-existant. Ouais, donc il ouais, faut c'est des une erreur phénomènes. de traduction, je pense. Ouais, exactement, tout à fait. Ok, donc c'est juste ça. Parce qu'en général, en tibétain, on dira mais pas, tout simplement, mais pas. On dira jamais mais pétcheux, ça n'existe pas. Ouais, ce serait vraiment une contradiction dans les termes. Oui, ça arrive, des erreurs de traduction, Ouais, voilà. exactement. Très bien. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand, par exemple, on regarde la Lune et que si on essaie de rapprocher les yeux, on la verra comme étant double. Ouais, ok. Et donc, ici, la Rinpoche dit que le phénomène spécifiquement caractérisé, la Lune seule, c'est ce qui apparaît clairement. Mais malgré tout, si on dit une double Lune, ça, c'est un non-existant. Ouais. Et donc, si c'est un non-existant, ça ne peut pas être son objet d'engagement. Ouais. Ouais, Ok. Et non parce que objet d'engagement égale existant. Ouais, il faut que ça existe, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ouais, si c'est un objet d'engagement, si ça existe, c'est nécessairement un objet d'engagement. Ouais. Et si c'est un objet d'engagement, ça existe nécessairement, de toute façon. Donc on ne peut pas dire que la double lune soit l'objet d'engagement de la conscience visuelle qui rapproche les deux yeux. Ouais, quand on rapproche les deux yeux, on voit une double lune. On ne peut pas dire que la double lune soit un objet d'engagement parce que il n'y a pas de double lune. Ouais, en réalité, non, il n'y en a non, non, qu'une. c'est pas possible. Et donc, dans ce cas-là, on peut dire qu'en effet, la Lune est l'objet apparent, ça c'est sûr, mais elle apparaît de manière distordue. Ouais. OK. Et donc ici, tout simplement, ce qu'est en train de dire la Rinpoche, c'est que quand on parle d'une cognition inattentive, euh, ce qui apparaît à cette conscience doit nécessairement être son objet d'engagement. Ouais, ça veut dire que c'est un impermanent qui doit lui apparaître et qui doit être son objet d'engagement, dans le sens, ça ne peut pas être une conscience à laquelle il y a la claire apparence d'un non-existant. Ouais, par exemple, quand on voit un Mhm. mirage, la flaque d'eau, c'est un non-existant. C'est un non Ouais, existant, il n'y a pas ouais. de flaque d'eau là où il y a un mirage, en effet, mais c'est quand même la claire apparence d'un non-existant. Pourquoi la claire apparence? Parce que c'est non conceptuel.
ouais. Ouais. Et donc, on ne pourrait pas dire que la flaque d'eau serait l'objet d'engagement de cette conscience visuelle. C'est pas possible, parce que la flaque d'eau est un non-existant. Or, objet d'engagement égale existant. Ouais. Oui, c'est ce qui apparaît, qui voilà, Ouais. ça apparaît comme une flaque d'eau, mais c'est pas Mm. une flaque d'eau. Exactement, tout à fait, c'est tout à fait ça. Donc, ça apparaît comme étant une flaque d'eau, mais c'est pas une flaque d'eau. De la même façon, la Lune, si on essaie de rapprocher les yeux, la Lune apparaît comme étant double. Donc, la Mmh. Lune est bien l'objet apparent. Et on pourrait dire la Lune est l'objet d'engagement, mais la double Lune n'est aucun des deux. Ouais, Ouais. ouais, elle ne peut ouais, si on peut Parce pas que- avoir de lune. Exactement. En réalité, il y a l'apparence d'un non-existant, parce qu'il y a bien, en effet, quand on louche un peu, on fait exprès de loucher, on voit deux lunes. OK. Donc, il y a bien quelque chose qui nous apparaît, mais c'est la claire apparence d'un non-existant, puisqu'il n'y a il y a qu'une seule lune. Ouais. Oui, Donc, bien sûr. on essaiera de reprendre ça, parce que je ne sais pas si c'est suffisamment clair, donc on essaiera de reprendre ça la fois prochaine. Mais en tout cas, ce que Si, dit là. c'est clair, hein, pour Oui, la lune, oui, quand on louche, on voit une double lune, mais on oui, sait qu'il y a qu'une lune de toute façon, de donc toute façon. Exactement. on peut pas se tromper. Et donc, dans ce cas-là, si en effet, si on fait exprès de loucher, on fait exprès de rapprocher les deux yeux, etc., et qu'on voit une double lune, dans ce cas-là, la double lune ne peut pas être l'objet d'une cognition inattentive, l'objet d'engagement d'une cognition inattentive, parce que l'objet d'engagement doit exister. Or, la double lune n'existe pas. D'accord, ouais. Donc, on pourrait dire à la rigueur que oui, la Lune est l'objet apparent, mais il y a une distorsion dans l'apparence. Ouais, c'est ce que semble dire la Potier. Ouais, elle dit, en effet, le phénomène spécifiquement caractérisé apparaît clairement à la conscience sensorielle qui perçoit la Lune comme double. Et donc, parce que le phénomène spécifiquement caractérisé, ça va être la Lune elle-même. Ouais. Puisque le phénomène spécifiquement caractérisé, qui est son objet apparent, la Lune seule, lui apparaît clairement. Pourtant, aucun phénomène spécifiquement caractérisé n'est son objet d'engagement, puisque son objet d'engagement est un non-existant. Donc, on pourrait dire, dans ce cas-là, ça ne peut pas être son objet d'engagement, ouais, parce qu'un objet d'engagement doit exister. Donc, à savoir une montagne enneigée bleue ou une double lune. Ok, très bien. Donc ça, on essaiera d'y revenir, peut-être, si je poserai des questions la fois prochaine pour voir si c'est suffisamment clair. Et donc, juste pour terminer ce passage, il dit, c'est pourquoi la définition est formulée ainsi afin d'écarter les cognitions non conceptuelles fausses de la catégorie des consciences inattentives. Ouais, quand on dit c'est une conscience à laquelle un phénomène spécifiquement caractérisé est son objet d'engagement, ça veut dire qu'un phénomène spécifiquement caractérisé doit être impermanent et donc doit nécessairement exister. Et c'est son objet d'engagement, ça veut dire qu'on ne parle pas simplement d'un objet apparent, on doit parler de son objet d'engagement. Ouais. Engagement, OK. Ok, bah c'est super, bravo Gina. On a avancé 2 pages, c'est magnifique. Oui, Et donc, magnifique. on, est- on essaiera de reprendre certains de ces points-là. Et puis après, on va continuer parce qu'après, il va parler, en effet, qui est son objet d'engagement. Bon, après, il va parler de division. Et ensuite, on parlera des doutes, etc., etc. Ouais, donc c'est bien. Comme ça, on passe tranquillement les différents types de division septuple. Ouais. Génial, merci beaucoup. Et peut-être à ce soir pour les débats, alors. Oui, mais normalement, je devrais être là. Ok, super, C'est, impeccable. puisque on n'a pas cours cet après-midi. Oui, exactement. Donc, comme ça, on peut se voir ce soir sans avoir trop de trucs dans la tête. Merci beaucoup. Voilà, ben, merci Merci Jimena. Gina, excellente journée. Merci Christophe plutôt. Avec Désolée, je t'appelle toujours Jimpa, Ah mais bah c'est pareil, hein, mais certains de mes enseignants oui, m'appellent toujours Jimpa, donc pour moi c'est pareil. Merci beaucoup. d'accord. Excellente Merci. journée. Ciao. Bonne journée à toi. Au Merci. revoir.